Bienvenue sur le podcast des apprentis lecteurs Le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer ou The Song of Ice and Fire sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon associé, Guillaume. Ici présent. Toujours là. Et donc, nous nous retrouvons pour le chapitre... alors, nous nous retrouvons tristement, dans les jours suivant la défaite de la France à la Coupe du Monde. Ah putain, tu es en train de mettre du sel dans la plaie, là. Pique. Espérons que Tyrion saura nous remonter le moral. Vous l'avez compris, on sera donc en compagnie de Tyrion, le chapitre 4 de son épopée au sein du tome 2 de Clash of Kings. C'est ça. Bah Guillaume, est-ce que je te laisse faire le résumé, ou du moins expliquer ton résumé? Bon, là j'ai rien écrit pour ce résumé, mais on va essayer de la jouer brève parce qu'on va se garder le plaisir, quand même pour le reste de l'épisode. Donc dans ce chapitre, on va retrouver Tyrion. Donc il nous propose cette fois-ci une masterclass où il va chercher à manipuler les différents membres du conseil restreint en leur servant chacun une version différente d'une histoire quand même assez similaire, tout en sachant pertinemment qu'une de ces histoires va atterrir dans les oreilles de Cersei. En fonction de la réaction de Cersei, ainsi il pourra identifier la personne qui aura fait fuiter l'information et c'est qui lui donnera l'avantage au sein du conseil restreint. Merci Guillaume pour ton résumé. Donc là, c'était vraiment un résumé genre... je vous dis ce qui se passe dans le chapitre, dans le gros du gros, globalement. Wow. Ça sert ni plus ni moins qu'à ça, mon résumé. Hein. Et donc, vas-y, on va se plonger dans le chapitre. Alors, le chapitre débute donc Donjon Rouge par une conversation entre Tyrion et le grand maître Pycelle. Ces appartements étaient situés sous la Rouquerie, et en effet, Tyrion était venu afin d'envoyer une lettre, écrite en 2 exemplaires, à Doran Martell, le prince de Dorne. Alors, avant de continuer ce chapitre, on va faire un petit point sur Dorne et Martell. Guillaume, est-ce que tu veux t'en charger? Bon, Dorne, c'est, si vous ne le savez pas, c'est la partie la plus au sud de Westeros, dont la maison mère est la maison Martell qui règne sur toute la région. Donc, historiquement, quand même, c'est une maison c'est une région qui est assez particulière, qui a toujours eu tendance à tendre vers l'indépendance, mais qui a finalement fini par se rallier aux 7 couronnes. C'était la dernière maison à s'y rallier. Ça a été réalisé par mariage, il me semble, par le roi Daeron II. Là où énormément de rois qui l'avaient précédé avaient échoué en tentant de rallier Dorne par la conquête, ce sera finalement Daeron II qui réussira par le mariage. Et donc actuellement le prince de Dorne, c'est Doran Martell qui règne en tant que maître et seigneur. C'est ça. Donc actuellement, c'est le prince Doran Martell qui règne en maître et seigneur. On avait appris dans le tome 1, d'ailleurs, que les Martell ruminaient toujours le meurtre d'Elia Martell et de ses enfants. D'abord par Viserys, on avait appris cette information, et ce qui pouvait laisser planer un doute, vu qu'on sait que, à entendre Viserys, le peuple voulait le retour de la famille, l'ancienne famille royale Targaryen sur le trône, et détestait celui qu'il appelait l'usurpateur. Au final, on se rend vite compte que, en fait, les gens n'ont rien à foutre, et que, du moment qu'ils peuvent manger et avoir un toit au-dessus de leur tête, qui règne sur Westeros, ça les inquiète pas franchement. Mais ensuite c'est Varys qui avait révélé ça, Ned le savait déjà, mais qui en avait parlé à Ned lorsqu'il était enfermé dans les geôles du Donjon Rouge. Et donc là, ça donnait un peu plus de valeur, un peu plus de concret au fait que les Martell ruminent toujours la mort d'Elia. Donc pour rappel, Elia, c'était la femme de Rhaegar Targaryen, qui est morte durant le sac de Port-Réal. Et qui était Elia Martell, la sœur de Doran Martell, le prince actuel de Dorne. Tyrion avait donc chargé le grand maître Pycelle d'envoyer des corbeaux afin que Doran Martell reçoive bien son message, en l'écrivant, je le rappelle, en 2 exemplaires. Pendant ce temps, la main du roi fit le tour des appartements du grand maître et y trouva de nombreuses drogues en flacons et bouteilles. Tyrion en profita pour chaparder un des poisons dont le nom le fit sourire et qu'il fourra dans sa poche.
Et je crois que justement dans la liste des poisons que cite Tyrion, il y a les larmes de lys. Les larmes de lys, donc ça m'a quand même. Je pense que il y a un petit indice qui se dévoile sous nos yeux. Je pense que très clairement que c'est cité pour c'est volontairement écrit pour le lecteur attentif. Ouais. Parce qu'on se rappelle que les larmes de lys, c'était le poison que justement le maître Pycelle avait indiqué à Ned qui était la cause de la mort de Jon Arryn. Exactement. On avait eu une information dans le tome 1 disait que le larme de lys était un poison très rare et que rares étaient ceux qui savaient les fabriquer. Alors là, j'en ai deux en tête, qu'il y en a un troisième que j'ai oublié. Il y a les maîtres de la citadelle, évidemment. Il y a comment dire, les 100 visages de Bravos, donc cette compagnie de tueurs dont avait parlé pour la première fois Littlefinger lorsque la possibilité de tuer Daenerys était sur la table. Et puis il y a un troisième groupe qui sait fabriquer les larmes de lys, mais là j'ai oublié laquelle. Je sais que c'est dans les notes ou dans le bouquin. Là, Guillaume, je sais pas si t'as un souvenir ou pas. Ah, pas du tout. Alors là, déjà, déjà les 100 visages, il aurait fallu me le rappeler. Il fallait me le rappeler. Et Bref, il y a un puis troisième groupe. De toute façon, si les larmes de lys reviennent à un moment donné les dans... prêtres rouges d'achat, enfin pas tous, hein, mais il doit pas y avoir un truc un peu bresson comme ça. Mélissande, je suis sûr, elle sait le faire. Non, je crois pas que c'est les prêtres rouges. Ouais, Mélissande, Mélissande, possiblement, elle sait le c'est faire. pas impossible hein, qu'elle sache le faire. Hein. Ouais, bon, flemme, je la retrouve pas. Et si les larmes de lys reviennent à un moment donné dans la saga, je ferai une recherche plus poussée pour vous donner cette information. Mais en tout cas, Tyrion, on ne sait pas pourquoi, du coup, a pris un poison, enfin en tout cas a s'utiliser un poison à Pycelle. C'est pour sa sécurité, peut-être c'est parce qu'il prévoit un assassinat, pour l'instant, aucune information. Au retour du maître, j'adore la conversation qu'ont lui et Tyrion quand Pycelle essaye de lui tirer les vers du nez quant au contenu de la lettre que Tyrion souhaite envoyer au prince Doran. On sent quand même que Tyrion apprécie la pratique du pouvoir, le fait que son rang de main du roi le fasse sentir supérieur, de se servir de ce rôle. Il y a quand même ce truc où Tyrion, tu sens qu'il aime le fait d'utiliser le fait d'utiliser son statut afin de taquiner Varys en fait, de lui dire maintenant c'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui ai les informations en main, c'est moi qui ai toutes les armes et c'est toi qui c'est toi qui va être torturé entre guillemets. Je sais pas s'il y prend plaisir, mais en tout cas, il sait l'utiliser, c'est sûr. Bah, ça me fait penser un peu à ce que, pour ceux qui avaient écouté le dernier épisode de Tyrion, donc on l'avait fait avec Charlotte, et Charlotte disait que justement Tyrion accordait une grande importance au regard des autres, mais en même temps tu sens que paradoxalement le fait est que son statut son nouveau statut de main du roi le fait sentir bien supérieur aux autres en tout cas. Je pense que c'est surtout qu'il a conscience, il a une conscience de son statut et il sait vraiment l'utiliser. Moi, c'est plus comme ça que je le perçois. Bah, tu sais, il y avait un peu cette phrase, je crois que c'était dans son dernier chapitre du tome 1, où quand il avait appris qu'il allait être main du roi, peut-être dans son premier chapitre tome 2, il disait qu'il allait je crois que les termes, c'était pas, peut-être pas se venger des gens de Port-Réal, mais en tout cas, qu'il allait utiliser ce nouveau pouvoir pour changer les choses, pour faire du bien, quelque chose comme ça. Ouais. Plus dans le sens envie de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière. Voilà. Je crois qu'on avait dit qu'à ce moment-là que justement il avait beaucoup de ressentiment par rapport au regard que les gens lui avaient donné et qu'on sentait que tout ce ressentiment allait le ressortir de manière à pas faire souffrir en tout cas les autres, mais à se venger quelque part, à chercher justice en tout cas pour lui-même. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En sortant, Tyrion alla rejoindre Bronn, leur être noir de cheveux et de cœur. Comme j'ai dit, j'adore sa description dans les appendices, qui regardait les recrues s'entraîner. Tyrion l'avait nommé capitaine de sa garde personnelle, et Bronn avait remarqué une recrue qu'il trouvait être le meilleur, et qui avait comme blason 3 yeux sur des carreaux bleus. Tyrion lui apprit qu'il s'agissait d'un chevalier errant, un certain Talad. Mais celui-ci s'était mis aux ordres de Geoffrey. Au cours de leur discussion, l'hypothèse qu'on avait émise dans le dernier chapitre de Tyrion se confirma.
Donc, tu te rappelles, Guillaume, que Lady Tanda Castle-Foyer voulait bien faire marier sa deuxième fille, Lolis, qui était qualifiée de très grasse, mais vierge de 33 ans, à Tyrion. Donc, tu sais, on avait évoqué le fait que sa mère, elle était devenue si désespérée à la marier qu'elle s'était rabattue sur Tyrion. Oui, bah on sait que quelque part c'est viser haut et bas en même temps. C'est très bizarre comme situation. Enfin, clairement Tyrion, son statut c'est insane. Enfin, main du roi, Lannister, tout ça. Mais en même temps, bon, on sait tous que Tyrion quelque part, il est, tout le monde se fout de lui quoi. Tout le monde, c'est la blague quoi. Et je me demande si Lady Tanda Castle-Foyer, elle aurait demandé si Tyrion n'était pas devenu main du roi, tu vois. Est-ce que le simple statut de Lannister de Tyrion suffirait à ce qu'elle veuille marier sa fille à Tyrion, quoi? Je crois que je crois, enfin, je la connais pas cette dame, hein, mais je la connais pas cette dame, mais je crois qu'elle est vraiment désespérée. J'ai vraiment l'impression qu'elle est désespérée, donc je crois que n'importe quelle maison noble, noble, Mais n'importe quel parti, ça lui suffirait. n'importe quel parti, tant qu'il est lié à Port-Réal, j'ai l'impression que Hmm. elle est pas allée chercher ailleurs. Enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est Port-Réal qu'elle vise avec Littlefinger, Hmm. Tyrion. C'est vrai que on avait appris dans les chapitres précédents, enfin dans le tome précédent, qu'elle voulait faire marier au départ sa fille à Littlefinger. T'as raison. Un banquier de Bravos était aussi venu à la cour de Port-Réal concernant le remboursement de quelques emprunts. En effet, on se rappelle que dans un des chapitres d'Eddard, on se rappelle, Guillaume, on avait appris que la couronne, elle était endettée de près de 6 millions de pièces d'or, et que parmi les créanciers de la couronne figurait la banque de fer de Bravos. Tyrion l'envoya donc auprès de Littlefinger, qu'il pensait être assez intelligent et bon avec les chiffres pour savoir les conduire pour le moment. Bon, alors, toute cette histoire d'argent, on va reparler un peu plus tard dans le chapitre, tu sais, quand on va parler de Littlefinger, Guillaume, je pense que tu es d'accord avec moi. Ouais, on va développer ça plus tard. Mais en tout cas, oui, la couronne est toujours endettée, quoi. Ça change pas. Hein. Les dettes ne partent pas avec la mort de Robert. Un seigneur du Trident était aussi venu se plaindre, indiquant qu'on avait violé sa femme, incendié son fort et tué tous ses paysans. Tyrion savait que cela devait venir de Gregor Clegane, ou bien d'autres hommes que son père, Tywin Lannister, avait chargé de mettre à feu et à sang le conflant, comme Amory Lorque, qu'on avait rencontré lors du dernier chapitre d'Arya, ou bien le spadassin venu de Cohor, Varchéèvre. Le seigneur du Trident était alors venu demander réparation financière ainsi que de nouveaux paysans. Tyrion ordonna qu'on s'occupât bien de lui, car cela pouvait toujours être utile d'avoir un nouveau seigneur à sa botte et bien fidèle. Mais surtout, c'étaient les boulangers, les bouchers et fruitiers de la capitale qui clamaient leur doléance. Les denrées se faisaient rares en temps de guerre, et les rares qui arrivaient à la capitale étaient réservés aux donjons rouges. Tous les produits devenaient excessivement chers, et les révoltes ne tarderaient pas à s'embraser. Donc ça, c'est un peu une continuité de tout ce qu'on dit depuis le début du tome. Hein. C'est qu'avec voilà la guerre, les routes sont coupées. Je crois que c'est la route de la Rose, donc qui mêle vers au jardin et plus loin à Villevieille, qui est coupée. Il y a les réfugiés qui influent un peu de partout, comme par exemple le Conflent, hein, fait à 100 et même dans les terres un peu plus au sud ou un peu plus au nord. Donc voilà, on sent que la situation est vraiment pas stable à Port-Réal. Ça se ressent aussi sur le repas, le petit-déj de Maître Paisel, qui est pas fameux pour une personne de son statut. J'ai l'impression que c'est quelque part aussi lié en fait à la pénurie. Ouais, il y a une certaine privation, même des grands seigneurs. Ouais. Lui, il dit, en tout cas, lui, il fait le mec pieux qui dit, je me contente de peu, mais j'ai pas l'impression, je suis pas sûr que ce soit ça l'explication. Je pense que c'est la merde. Enfin, et c'est peut-être la visite la plus intéressante, un frère noir était venu du mur. Il prétendait apporter avec lui, dans un bocal, une main pourrie. On comprend, avant même que Tyrion ne découvre son nom, si on a été assez attentif et que l'on s'en souvient, qu'il s'agit de Alistair Thorne, que le Lord commandant Jorah Mormont avait envoyé à la capitale avec la main de Jaffer Flowers, afin que l'ancien maître d'armes de Château Noir ait à sa disposition une preuve des dangers qui se profilent au-delà du mur. Et tu sais que j'ai remarqué un truc,
c'est qu'en fait, depuis le début le début de la saga et des épisodes qu'on fait, je l'ai toujours appelé Alistair Thorne. Et en fait, c'est Alistair Thorne. Je sais pas pourquoi j'ai rajouté un T. Ah ouais, c'est Alistair. Ouais. Tu m'apprends un truc. Moi aussi, je pense que je disais Alistair parce que c'est un nom qui existe. Mais Alistair Crowley. Alistair Crowley. Mais ça me fait grave penser, tu sais, au test visuel où on place deux mots à la suite et il y en a un qui commence et le mot d'après qui... En fait, tu mets deux mots à la suite qui sont les mêmes, mais sur deux lignes différentes. Et tu sais, ton cerveau va faire le lien entre les deux et va continuer la phrase et sans te rendre compte au départ qu'en fait, le même mot est mis deux fois, quoi. Il faudra que tu me montres, parce que ça me dit rien comme ça. Ouais, c'est un truc que j'ai fait pendant un stage de récupération de points. Pour... Tu m'as pas dit ça. Hein. Cher auditeur, je l'apprends en même temps que vous, ça. Mais bon, mais c'est vrai que c'est un peu un piège. Peut-être le cerveau il fait lien, je pense, avec le Sorn, enfin le T de Sorn, quoi. Et du coup, en fait, on a tous les deux balayé le prénom, mais en fait, il s'agit de Alistair Sorn. Bref. Putain, ça fait de la neuroscience ici, hein. C'est fou. L'envoi d'Alistair Sorn à la capitale avait aussi eu pour avantage d'éloigner John de Sir Alistair après leur dernière altercation, où John l'avait attaqué avec un poignard quand Sir Alistair lui avait dit que il n'était pas qu'un simple bâtard, mais un bâtard de traître, suite à la déclaration de Félonie de Lord Stark. Genre, ça fait toujours marrer cette insulte. J'imagine tellement la scène quand tu lui fais « Ah mais John, en fait t'es pas qu'un bâtard, t'es un bâtard de traître !» Il avait envie de l'enculer, John. Ah, les gars, il avait qu'un poignard, il avait perdu tous ses repères. Sion, se souvenant qu'il éprouvait une profonde aversion envers Sir Alistair Thorne, le fit attendre dans une des cellules du Donjon Rouge. Enfin, une des cellules, c'est pas tellement une cellule, mais bref, c'est une chambre qui est assez... La plus sombre. Vraiment, c'est vraiment la chambre de garde de périph'. La chambre de garde du fin fond de l'hôpital de périph' le plus sombre, du service le plus sombre. Voilà. C'est un truc où il doit y avoir un matelas, mais pas de drap, pas d'oreiller. Quand j'ai lu ça, je me suis dit chais, et en même temps, je me suis dit putain, voilà. Genre, maintenant ils vont ignorer le problème il va passer à la trappe alors que c'est le problème majeur de le plus gros problème de toute la saga probablement. Grave. Voilà. Et je me dis. C'est vrai que c'est le problème numéro uno là. Ouais, c'est sûr. Hein, je pense il y a pas plus gros. Et je me dis, c'est quand même une belle leçon de vie. Ne soyez pas un connard parce que tu vas le payer tôt ou tard, quoi. Tyrion croisa ensuite sa sœur Cersei, qui était accompagnée de plusieurs suivants. Boros Blount et Balon Swan, chevaliers de la garde royale, lors de Gilles Roseby, qu'on avait rencontré pour la première fois lors du premier chapitre de Sansa de Clash of Kings, en tant que spectateur du tournoi d'anniversaire de Joffrey. Et d'ailleurs, nous apprenait Tyrion un peu plus tôt dans le chapitre, pratiquement toutes les réserves qui arrivaient à Port-Réal ces jours-ci provenaient des terres des Roseby ou des Castle-Foyer dont les terres se trouvaient près de la capitale. Donc les Castle-Foyer, c'est la maison de Lady Tanda dont on vient de parler. Hein. C'est la noble dame qui veut marier sa fille à Ségrasse. Mm-hmm. Cersei était aussi accompagnée de Aline, un pyromant de la garde des alchimistes. Alchimiste chez qui, d'ailleurs, Cersei, on se rappelle, hein, avait commandé 10 000 pots de feu grégeois en prévision de la guerre. Je vois trop le perso principal de Futurama avec sa liasse, tu vois. Prends ma thune. Ah oui, quand il dit « Shut up and take my money ». Ouais, parce que franchement, là, je pense que... Tu sais, le mec, il lui a montré juste un petit échantillon de feu grégeois. Elle a dit « J'en veux 10 000 !» J'en veux 10 000 Donne. Ouais, là, je crois qu'elle aime trop le concept. Elle a kiffé. Non. En dernier, venait le cousin de Cersei et de Tyrion, Lancel Lannister, ancien écuyer de Robert, que Cersei avait fait promouvoir rapidement en chevalier. C'était d'ailleurs lui qui, lors de l'ultime chasse de Robert, et sur ordre de Cersei, avait servi sans limite du vent très corsé à Robert, entraînant indirectement sa mort.
Donc on se rappelle, hein, dans le premier chapitre de Tyrion de Clash of Kings, hein, Cersei avait révélé que en fait elle a pas commandité la mort de Robert, mais c'était un pur coup de chance. Elle a dit à Lancel, verse-lui beaucoup de vin. Ouais. Alors si ça arrive, mais si ça arrive pas, bon, bah, ça arrive pas. Mais le timing a été parfait quoi pour Cersei, le fait qu'il soit mort à ce moment-là. De fou. Après, je crois qu'elle disait que ça faisait un moment qu'elle le faisait un peu forcer sur la boisson et qu'elle se disait que ça va arriver tôt ou tard. Mais c'est vrai que le timing, il était parfait pour elle. Et donc du coup, c'est sûrement en récompense de cet acte qu'elle a promu Lancel Lannister, donc son cousin, au poste, au rang de chevalier, pardon. Cersei avait appris que Renly avait quitté Haut-Jardin et parcourait à présent la route de la Rose. Donc pour information, hein, j'ai un peu dit tout à l'heure, mais la route de la Rose, c'est la route qui relie Villevieille, donc tout au sud de la carte de Westeros, à Port-Réal, en passant par Haut-Jardin. Donc c'est vraiment la route du sud, quoi. Un peu comme la route royale au nord. Et on comprend. J'ai cru que t'allais dire comme la A7 en France, mais la route du soleil, l'autoroute du soleil. C'est ça. On comprend donc l'étymologie de son nom, la route de la Rose, vu qu'elle passe par Haut-Jardin. Mais d'après Tyrion, il s'arrête chaque soir, donc Renly, hein, pour banqueter dans un château différent. Il n'était donc pas près d'arriver. À ceci près qu'il amasse donc chaque soir un peu plus d'hommes dans son armée, et qu'elle serait à présent composée de près de 100 000 hommes, en comptant les forces conjointes d'Accalmie et de Haut-Jardin. Putain, mais 100 000 hommes, ça paraît vraiment énorme, hein. C'est beaucoup. Parce que je crois que quand tu voyais les forces de Robb, quand il était à Mode Kaelin, je crois qu'ils étaient à 20-30 000, quelque chose comme ça. Donc là, l'armée de Renly, elle peut faire du sale, hein. Ouais, c'est en tout cas 100 000 hommes, il y a de quoi faire un bel arc de Kingdom. Ça fait beaucoup. Et même, je crois que Stannis avait révélé le nombre de ses hommes. Je crois que c'était dans le prélude, je me souviens plus très bien, mais on était très loin des 100 000 hein, de souvenirs comme ça. On était vraiment très loin des 100 000. Je me souviens plus. Donc, en vérité, je veux dire, on a pour l'instant, depuis le début de la guerre, un peu des points de vue d'un peu partout. C'est-à-dire de Stannis, par exemple, avec le prélude des chapitres de Davos, de Port-Réal, de Robb avec Catelyn, mais la force la plus à craindre, de ce qu'on comprend, c'est Renly pour l'instant. À ceci près que, comme disait Tyrion, il le dira plus tard, mais il craint plus Stannis que Renly du fait de l'expérience de Stannis et du personnage, quoi. Mais en tout cas, c'est comme ça que. Mais je crois que Tyrion, il disait que ça lui semblait trop 100 000 et qu'il achetait pas trop le nombre. C'est un peu les comptes. C'est un peu les chiffres de la police pour les émeutes. C'est un peu gros. C'est un peu grossi, quoi. Ah non, mais je me souviens plus, par exemple, est-ce que c'était proche des chiffres, tu sais, les Dothraki? Je crois qu'on avait parlé de leur nom au tout début des épisodes, mais je me souviens plus. Je crois que c'était un truc comme ça aussi. On en a parlé tellement de fois. Il y a 100 000, hein, quelque chose comme ça. Le nombre de fois où on oublie le chiffre, c'est une dinguerie. Genre, à chaque fois, on en parlait. Mais je crois que c'était 100 000 pour tout le Kalassar, et les guerriers devaient y en avoir un dixième. 20 000, un truc comme ça. Non. Ouais. Bah, bref, en tout cas, ça se rapproche du nombre de Kalassar de l'ancien Khal-Drogo, quoi. Mais il serait absent de ces 100 000 hommes, au moins les Redwyne, car les deux jumeaux et héritiers de Riam Redwyne, Horace et Oberyn Redwyne, ont été faits prisonniers, ou du moins sont gardés comme pupilles à Port-Réal, un peu comme l'était Théon à Winterfell. Donc les Redwyne, on sait qu'ils sont un allié important de Haut-Jardin et des Tyrell, sont absents du contingent. On comprend des pensées de Tyrion également que celui-ci craint bien moins Renly, donc c'est ce que tu as dit Guillaume, hein, malgré ses prétendus 100 000 hommes, qu'il considère Renly comme un flagorneur sans expérience militaire, au contraire de Stannis, un homme su par tous comme étant dur, froid et inexorable, comparé, je crois que c'était au fer, hein, Stannis, par le maître armurier de la garde de nuit. Les espions envoyés à Père Dragon ne parlaient pas ou n'étaient tout simplement pas revenus. Et il suffisait par malchance que Renly attaque la capitale par la terre et Stannis par la mer pour que c'en soit fini de lui, de Shae, de la ville et de Joffrey. Aussi devait-il imaginer des plans afin d'exfiltrer Shae de Port-Réal si cela devenait nécessaire. Et
en fait, en lisant Céline, je me suis dit que Tyrion avait vachement été piqué par Shae, parce que une des premières choses à laquelle il pense, en pensant que la ville va être attaquée, c'est de se dire, putain, faut que je fasse un plan pour en dernier recours, pardon, Shae puisse sortir bien vivante en fait de Straknar. Et quand on Ouais. sait qu'il a, tu sais, Guillaume, il avait mis bien dans une villa quelque part dans la ville de Port-Réal avec des servants, un manoir de ouf quoi. Je dis que il est en train de tout lui offrir un peu. Ouais, ouais. Là, il est vraiment, vraiment piqué fort, 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 hein. Là, c'est, Mm. il, il est amoureux comme pas possible. Je pense que il tient plus à Shay que ce qu'il ne s'avoue à lui-même. Ouais, c'est sûr. Dangereux, hein. Déjà que, bon, dans un monde aussi cruel que Game of Thrones, l'amour, ça peut être considéré comme une faiblesse, mais je veux pas stigmatiser les prostituées, mais bon, il y a quand même, ils ont quand même une maîtrise de l'art de la séduction quand même. Qui dit séduction dit quelque part de manipulation, donc il est vraiment pas impossible que notre cher Tyrion se fasse manipuler, hein. T'enverrais Tyrion à Lys, mais il perdrait la tête, hein. Ah ouais, c'est fini. Les arcanes de l'amour de Lys, là, Ouais. il serait déshérité en 2-2. Ah, ça serait fini, hein. Tyrion fut ensuite introduit dans ses appartements par son écuyer, toujours aussi timide, Podrick Payne, à Littlefinger. Et là, j'ai pensé qu'était enfin venu, hein, Guillaume, le moment où Tyrion allait confronter Lord Baelish à ses mensonges sur la dague, sur son appartenance, etc. Mais toujours pas. Toujours pas. En vérité, un jeu psychologique se crée entre les deux, où justement le sujet de la dague est d'une certaine façon abordé. En effet, Littlefinger la porte pendant leur entrevue, un peu de façon insolente, on pourrait trouver cela. Ouais, ouais, Parce ouais, non, que c'est abusé. Littlefinger, il sait très bien ce qu'il fait en portant la bague. Hein. Il y a zéro, ouais, il y a zéro respect, quoi. Mm. Putain, c'est là que tu te rends compte de l'hypocrisie de ouf. Enfin, l'hypocrisie, bon, ça fait plus d'un tome qu'on se tape de l'hypocrisie de partout avec ces bouquins, mais là, c'est quand même le culot, il est ouf, quoi. Il est quand même. Et puis ça marque quand même la phrase de Tyrion qui se dit dans sa tête. Il sait que je sais, et genre ils peuvent rien se dire, quoi. Grave. Franchement, au bac de philo, qu'est-ce que l'audace. Non, mais, Putain, ça, ça venait de Tyrion avec la dague, quoi. tu m'étonnes. Mais tu sais, c'est vraiment un truc où, enfin, c'est limite s'il lui dit, qu'est-ce que tu vas faire? Genre, je viens avec la dague, qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi. Non, mais, vas-y, viens, approche. C'est de la pure provocation, un peu, hein. Mm. Bon, alors Littlefinger avait récupéré la dague à Ned dans la salle du trône au moment de la trahison et l'avait gardée depuis. Tyrion lui fait remarquer qu'il porte une jolie dague et Littlefinger lui répond qu'elle est à lui s'il le souhaite. Et Tyrion se dit en aparté, donc comme tu l'as dit Guillaume, il sait que je sais et il se figure que je ne puis toucher à lui. Mais en fait c'est exactement ça, hein. Enfin, c'est clairement un jeu psychologique entre les deux. Mais justement, dans ce passage du chapitre, on en apprend un peu plus sur Littlefinger. Lord Peter Baelish était arrivé à la capitale 10 ans plus tôt et s'était vu confier un poste aux douanes par l'anciennement du roi Jon Arryn. Il a rapidement gravi des échelons en amenant toujours plus d'argent à la couronne, bien plus qu'auparavant. Robert en était fou de joie, lui qui, on le sait maintenant, adorait dépenser sans jamais regarder ses comptes. Il ne fallut que 3 années pour siéger au conseil restreint, au poste de grand argentier à Littlefinger. Alors certes, il apportait énormément d'argent, mais la couronne n'en fut que d'autant plus endettée auprès des différents créanciers. En vérité, Littlefinger avait instauré une mécanique financière de crédit que seul lui à présent pouvait gérer. De plus, il était aussi devenu influent politique en introduisant des hommes à lui à divers postes clés. Et personne ne le critiquait. Pourquoi ? Tout simplement parce que personne ne le craignait. Il était une naissance, somme toute, des plus modestes, et n'avait aucune forteresse ou aucune armée à son actif. Excepté que c'était un homme très intelligent, et qu'on savait que s'attaquer à lui serait difficile.
Voilà pourquoi Tyrion n'avait encore rien tenté. Surtout qu'en cette période de guerre, l'argent était de plus en plus vital et qu'on lui reprocherait s'il mettait Littlefinger hors de nuire, mais qu'à cause de cela, on perdrait la guerre. Donc super intéressant en fait cette histoire de Littlefinger, son background. Pareil, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout dans la série, même si peut-être qu'on peut l'entrevoir, mais c'est vrai que là le poser clairement avec des mots, comment Littlefinger est arrivé à la cour, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il prenne autant de place et de pouvoir au sein de Port-Réal, vachement intéressant quoi. C'est vrai que dans la série, on a notion qu'il venait quand même, qu'il avait un certain complexe d'infériorité parce qu'il venait quand même d'une zone pas super prestigieuse. On comprend qu'il est pas de très haute naissance, mais on sait pas trop comment il arrive là. On arrive à deviner quand même qu'il est, c'est l'un des mecs, c'est l'un des gros masterminds de la saga, donc on sait que un mec comme lui il peut trouver un moyen, mais on comprend pas exactement pourquoi dans la série. Moi je trouve ça super intéressant de savoir qu'en fait c'est comment il reste au pouvoir en fait. C'est-à-dire que c'est même pas il instaure pas de peur ou je sais pas de pression militaire ou quoi. C'est vraiment juste parce que le gars est tellement intelligent qu'en fait il a piégé la capacité financière de Port-Réal avec ses jetons quoi. Que maintenant en fait t'as l'impression que seul lui comprend comment comment gérer toutes les dettes de la couronne et que en fait il y a quelque part aussi je pense que personne ne veut plus s'en charger maintenant que Littlefinger Tu a m'étonnes. tellement mis un truc en place compliqué que maintenant enfin les gens ils disent mais de toute façon c'est lui qui va gérer ça et tant qu'il gère ça tu sais tu fermes un peu les yeux tu dis il y a pas de problème parce que il est là et il gère ça. Tu m'étonnes. Je pense qu'en fait, il a fait tellement de placements à tellement de créanciers que sans lui, celui qui se tape la suite, il serait incapable de gérer. Il serait incapable de gérer ça et il croulerait sur une montagne d'historiques de transactions à devoir retracer et tout. Il se prendrait des lettres de tout le monde sans savoir si c'est un vrai créancier ou pas, quoi. Tu sais, ça se trouve, il y a un mec, il arrive, il te demande 1 million de couronnes. Et tu t'es là, et le mec fait, mais j'en ai aucune idée si. Mais il y a quelque part aussi tu te dis doit y avoir un truc genre une pyramide de Ponzi derrière ou quelque chose comme ça. Non, parce que le gars, il y a tellement de dettes et en même temps, il rapporte tellement d'argent que tu te dis, il y a quelque chose de louche, quoi. Ça, c'est limite, tu sens qu'un jour, il va se faire gauler comme Bernard Madoff. Il va y avoir 150 ans de prison derrière. Parce qu'il doit avoir fait tellement des trucs financiers chelous dans les comptes de la capitale et de la couronne que, tu vois. Non, mais carrément. Mais en tout cas, le fait que Tyrion, avec son statut de main du roi, enfin, c'est quand même l'homme le plus important du royaume de ce qu'on sait, enfin, avec le roi, que même lui, il dit que je peux pas le toucher, alors que, enfin, en fait, il a limite une dette de mort, quoi, envers Littlefinger Tyrion. Mm. Et qu'ils se disent, mais si je touche à Littlefinger, enfin, si je touche à Littlefinger, en fait, peut-être que c'en est fini de moi, ça, ça met en valeur l'importance qu'a Littlefinger, pardon, au sein de ce gouvernement, entre guillemets. Ouais, carrément. Tyrion rappela ensuite que Littlefinger avait grandi à Vizeg en compagnie des enfants de Tully. Et quand Tyrion lui demanda s'il avait été intime avec elle, Littlefinger lui répond qu'il a eu leur pucelage. Et c'était un mensonge évident aux oreilles de Tyrion, d'une part parce qu'il ne croyait pas Littlefinger, évidemment, et d'autre part, alors tu te rappelles Guillaume que Catelyn Tully lui avait exprimé le contraire lorsqu'il l'avait confronté avec cette information. Je sais plus. Je sais que Kathleen en avait parlé de sa relation avec Littlefinger, en particulier pendant sa jeunesse. Mais de mémoire, il lui a jamais rendu l'affection que lui portait, quoi. Exactement. Alors en fait, Tyrion et Catelyn en ont parlé au moment où, tu sais, Catelyn accompagnait Tyrion jusqu'au Val d'Arin, quoi. Mm-hmm. Et à ce moment-là, elle l'a confronté sur la dague, et puis Tyrion lui a dit un truc genre oui, et Littlefinger m'a dit qu'il a eu votre pucelage. Et tu sais, Catelyn, elle s'est dit mais c'est un mensonge éhonté, quoi. Mais bien sûr que non, il n'a pas eu mon pucelage. Ouais. Bah pour le coup. Mais en tout cas, c'est cette intimité, en tout cas cette supposée intimité, que compte utiliser Tyrion. En effet, les filles de Tully ne le portent point dans leur cœur, aussi puissent-ils utiliser un intermédiaire. Tyrion confie la mission à Littlefinger d'échanger
le véritable meurtrier de John Arryn, qu'il a peut-être ou peut-être pas en sa possession, ou du moins qu'il pense avoir trouvé, contre l'amitié de la maison Arryn, qu'il compte utiliser non pas contre les Stark ou les Tully, les uns n'enverraient jamais d'hommes contre Vizeg, mais au moins contre Renly ou Stannis. Au minimum, qu'ils n'entrent pas dans la guerre. De plus, Tyrion aiderait aussi le Val d'Arryn à lutter contre les clans des montagnes qui harcèlent le Val d'Arryn de plus en plus violemment depuis la mort de Jon Arryn. Mais en contrepartie, Tyrion donnerait la paix au Val, nommerait Robert Arryn, le fils de Lysa et de Jon Arryn, gouverneur de l'Est, et leur confierait sa nièce Myrcella, qui pourrait épouser, le moment venu, Robert Arryn. Littlefinger, on le comprend, voulait sa part du marché en tant qu'émissaire, et Tyrion n'eut à dire qu'un seul mot, Harrenhal. Et c'est là clairement qu'on voit à quel point le complexe d'infériorité de Littlefinger rentre en jeu, parce que là Tyrion avait trouvé le parfait levier sur lequel agir pour le motiver, en fait. C'est le but. Franchement, le but de la manipulation, c'est trouver vraiment ce qui motive la personne que tu veux manipuler et utiliser ce levier-là. Clairement, c'est même décrit dans le texte que sa physionomie, d'un coup, elle change, que il est quelque part animé d'une flamme. Il y a une étincelle qui se passe dans les yeux de Littlefinger, alors qu'il faisait tout pour essayer de le cacher. Mais bon, Tyrion a réussi. Tyrion connaissait assez bien son adversaire pour l'avoir. Ouais, c'est exactement ça. Et surtout que, donc du coup on a dit Harrenhal, du coup il lui promet la suzeraineté d'Harrenhal, mais pas seulement, il lui promettait aussi de devenir le suzerain du Trident, Tully compris. À Littlefinger, qui était le seigneur d'un hameau rocailleux des 7 couronnes, les 4 doigts. Les 4 doigts, c'est vraiment, voilà quoi, c'est une zone rocailleuse qu'on peut voir sur la carte de Westeros, juste au nord du Val d'Arryn. Et je crois que c'est même le plus petit doigt des 4. Ouais, le plus petit des 4 doigts, ouais. C'est ça, ouais. Non, vraiment, Littlefinger, c'est un petit seigneur, mais vraiment un seigneur minime, quoi. Je veux dire, c'est pour faire une comparaison, c'est les maires de Limoges. Tu vois là, non, que voilà. C'est dur. Bah, le gars, il s'adresse comme le gars, il s'adresse au Premier ministre. C'est pas le même niveau, quoi. Ouais. Littlefinger répondit à Tyrion que l'affaire était entendue et qu'il s'y rendrait alors dans la quinzaine. En retournant dans sa chambre, ce fut Varys qui vint le voir en dernier. L'eunuque taquine d'abord Tyrion sur la conversation, dont il est bien sûr au courant, qu'il a eu plus tôt avec le grand maître Pycelle, que ce devait être une torture pour lui de ne pas être au courant du contenu de la lettre. Un jeu de devinettes et de déduction s'engage alors entre les deux personnages, mais on comprend très rapidement que Varys, par on ne sait quel moyen, est au courant du contenu de la lettre. Là, ça, c'est une dinguerie quand même. Hein. Ah ouais? Bah, c'est quand même ouf. Le mec, enfin, Tyrion, il a dû écrire, tu sais, en mode vraiment dans son bureau tout seul et tout. Plier la lettre, la sceller, la porter en permanence avec lui, et l'amener jusqu'à Maître Pycelle. Il a dû se passer 30 secondes pour que Maître Pycelle l'envoie et l'autre il est au courant, c'est une dinguerie quoi. Je sais pas, genre on sait pas si le Maître Pycelle l'a envoyé du coup. C'est ça ouais. Tu vois, il y a aussi cette interrogation. Ouais. En tout cas, il a trouvé un moyen quoi. Non, il est fort. Hein. Oui, mais Varys, bon, c'est quelque chose. Hein. Varys rappelle d'abord le contexte de la situation. Que pour l'instant, même si... Alors oui, parce que du coup, la lettre, on le rappelle, elle était destinée à Doran Martell. Hein. Et donc, que pour l'instant, que même si les Martell ruminaient toujours le meurtre d'Elia et de ses enfants, parce que on le rappelle, c'est pas juste Elia qui est mort durant le sac de Port-Réal, mais aussi les 2 enfants qu'elle avait eus avec Rhaegar Targaryen, qui s'avait nommé Rhaenys et Aegon. Donc, que même si les gens de Dorne ruminaient toujours le meurtre d'Elia et de ses enfants, les Martell s'étaient tenus à l'écart de la guerre. Tyrion désire donc dissuader Doran Martell d'entrer dans le conflit, mais pour cela, il lui faut faire une offre, quelque chose que les Martell souhaitent. Et quoi de mieux que premièrement un siège au conseil restreint,
qui ne serait évidemment pas suffisant, mais en tout et pour tout, leur remettre l'assassin de la sœur de Doran Martell, Elia Martell. Car oui, c'était un secret de Polichinelle. Tout le monde savait qu'Elia était morte de la main de Gregor Clegane. Il avait d'autant plus, selon les rumeurs, violé Elia, tandis que le sang du nouveau-né, Aegon, le recouvrait encore. Ah, c'est très noir. Hein. C'est très très noir. Là, Gregor Clegane, on savait déjà que c'était une brute, un monstre, quelque part, mais ce qu'il a fait là, si ça avéré, hein, puisque ça se trouve, autant le meurtre d'Elia, tout le monde a l'air de le savoir, mais tu sais, le fait qu'il ait violé Elia avec le sang d'Aegon encore, enfin, qui le recouvre encore, ça peut-être que c'est quelque chose que les gens ont ajouté pour, tu sais, enjoliver, ou plutôt homochiser, je sais pas comment on dirait le récit, quoi. Ouais, non, c'est catastrophique. Mais bon, déjà, rien que le fait que tu saches que Gregor Clegane est capable... Enfin, tu sais, c'est un truc de ouf, quand même, parce que tu dis... on se rappelle, hein, Gregor Clegane, il a été fait chevalier par Rhaegar Targaryen. Donc vraiment, sans foi ni là, le mec qui tue la femme de celui qui l'a fait chevalier, le prince... bon, peut-être il était dans une guerre, et les Clegane sont des bannerets des Lannister, mais quand même, il y a quand même ce côté assez brutal, assez cruel dans le fait de tuer, de violer la princesse, quoi. Oui, en fait, c'est un réel psychopathe, lui. Hein. Il y a pas de débat. Hein. Ouais. Il manquait toutefois un gage de bonne foi à cette offre qui garantirait le marché. On comprend donc par Varys que Tyrion souhaite envoyer... Alors là, j'ai pas très bien compris la fin du chapitre. Je sais pas si t'as compris plus que moi, mais j'ai pas compris si du coup à Dorne, il souhaitait envoyer Tommen ou Myrcella. Je crois que c'est pas dit, c'est pas expliqué. Ce qu'on sait, bon, ce qui est très clair, c'est que Cersei ne laisserait jamais l'un des deux, Alors enfin si, les deux partir. on dit qu'elle laisserait un des deux partir pour la paix du royaume, mais jamais ses deux enfants en même temps, quoi. Oui, exactement. C'est ce que je voulais dire. Mais c'est vrai que j'ai pas bien saisi lequel des deux Tyrion avait pour projet de faire marier. Parce que Varys dit qu'en fait, Tyrion ne peut pas envoyer à la fois Myrcella en promesse de fiançailles à Robert Arryn dans le Val et au Martell, et donc est évoqué le fait de peut-être envoyer Tommen, qui du coup est l'héritier présomptif de Geoffrey s'il lui est arrivé malheur. Mais la fin de chapitre n'était pas très claire sur qui Tyrion voulait envoyer à Dorne, quoi. Bon, en tout cas, c'est un des deux, voire les deux. Mais bon, pardon, c'est un des deux, mais on ne sait pas lequel. En conclusion de ce chapitre, on comprend enfin toute la démarche de Tyrion dans celui-ci, qu'en vérité, il a divulgué une partie de ses plans à chacun des hommes du Conseil restreint, donc le maître Pycelle en premier, puis Littlefinger et en dernier Varys, pour savoir en fait lequel d'entre eux n'était pas fiable et lequel d'entre eux était un homme de Cersei. Si c'est Varys, c'est compliqué parce que si c'est Varys, il voit clair dans son jeu, donc ça va être difficile de faire en sorte que ce soit lui qui soit identifié. Mais pour Maître Pycelle ou pour Littlefinger, ils ont intérêt à être sur leur garde parce que effectivement, je crois Tyrion les a mis échec et mat là. Hein. Ouais. Mais même Littlefinger, de ce qu'on comprend dans le chapitre, même en fait s'il découvrait que Littlefinger était au sol de Cersei, enfin tu sens qu'en fait il peut pas le toucher, quoi. Enfin, il y a quand même ce truc où Littlefinger, c'est Tyrion même qui le dit, il est trop puissant. Ouais. Donc voilà, on a terminé pour ce chapitre. On espère que vous l'avez apprécié en même temps que nous. Comme toujours, on vous enclin à nous envoyer des commentaires, des messages, partager, laisser des likes, je ne sais quoi. Et puis on se retrouve prochaine fois pour un chapitre de Sansa qu'on n'avait pas vu depuis le début du tome 2, donc très longtemps. Et donc hâte de la redécouvrir. À la prochaine. À la prochaine.